Elle m'a dit que j'étais paranoïaque, parce que je doutais de leur amitié, jusqu'à ce que je les trouve tous les deux au lit. Et là, tout a pris sens. Je leur faisais confiance les yeux fermés. Aujourd'hui, il ne reste que le vide. Tu connais le dicton « Qui aime fait confiance ». J'y croyais dur comme fer, jusqu'à ce que cette confiance devienne ma pire erreur. Je m'appelle Fred, j'ai 27 ans, et franchement, je ne sais même pas par où commencer. La douleur est si forte qu'elle en devient physique. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. J'ai créé ce compte juste pour voir si quelqu'un avait déjà vécu quelque chose de similaire, et d'après ce que j'ai lu, malheureusement, oui. J'ai rencontré Sue, ma femme, à la fac. On avait 18 ans. Et tout est allé très vite. Premier rendez-vous, et quelques semaines plus tard, on se disait déjà « je t'aime ». C'est elle qui m'a approché la première, et Dieu merci. On a eu une connexion immédiate. On s'est confié nos peurs les plus profondes, nos traumatismes. Elle m'a fait me sentir vu comme personne ne l'avait fait auparavant. Pendant la dernière année de fac, son père est mort d'un cancer du pancréas. J'étais là pour elle à chaque instant. J'ai dormi à l'hôpital avec elle, je lui tenais la main pendant ses crises de larmes, j'étais présent non-stop. Elle me disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans moi à cette époque. Elle m'appelait son âme sœur. Pour moi, c'était évident, j'allais l'épouser. 2 ans après la fin des études, je l'ai demandé en mariage. J'avais un bon boulot, une situation stable, nos familles nous adoraient, ma vie semblait parfaite. Mon meilleur ami depuis le lycée, Dave, faisait aussi partie du tableau. On était inséparables, comme des frères. Il était marié et avait déménagé quand sa femme avait obtenu un poste prestigieux dans un grand cabinet d'avocats. Mais il y a 1 an, elle est morte dans un accident de voiture. Ça l'a complètement brisé. Il est revenu dans notre ville, mais ce n'était plus le même. Il ne parlait à personne, vivait replié sur lui-même. C'est là que j'ai commis ce que je considère aujourd'hui comme ma plus grande erreur, j'ai demandé à Sue d'essayer de lui parler. Je me suis dit que, puisqu'elle avait aussi perdu quelqu'un de proche, elle pourrait peut-être l'atteindre d'une façon que moi je ne pouvais pas. Elle a accepté. Et ce qui avait commencé comme un geste d'empathie s'est transformé en quelque chose qui me détruit encore aujourd'hui, rien qu'en y pensant. Ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Rando, film sans jamais m'inviter, déjeuner. Des trucs qui ressemblaient bien plus à des rendez-vous amoureux qu'à de la simple amitié. Et bien sûr, ça a commencé à sérieusement me déranger. Mais Dave semblait aller un peu mieux, alors j'ai essayé de ravaler ma jalousie. Je pensais que c'était juste de la parano. Il faut savoir qu'avant tout ça, Sue détestait Dave. Elle le trouvait grossier, sans morale. Il avait trompé son ex plusieurs fois, et elle me demandait souvent comment je pouvais être ami avec un type comme ça. Cette antipathie me rassurait. Je pensais que jamais il ne se passerait rien entre eux. C'est justement ça qui m'a aveuglé. Avec le temps, Sue a changé. Toujours sur son téléphone, distante, froide. Notre intimité avait disparu, et elle rentrait souvent très tard. Le pire, c'est que je le sentais, au fond de moi, qu'un truc clochait. Mais quand j'ai enfin eu le courage de lui demander avec qui elle parlait tout le temps sur son portable, elle s'est énervée et m'a dit que c'était une amie. J'ai demandé à voir la conversation. Elle a explosé et m'a traité de possessif. J'ai aussi parlé à Dave. Il m'a juré qu'il ne se passait rien et m'a dit que je doutais de ma propre femme et de mon meilleur ami. Cette sensation d'être manipulé m'a rendu malade. Et puis est arrivé le moment de rupture. Sue m'a dit qu'elle allait passer le week-end chez sa sœur, qu'elle avait besoin de prendre du recul, que mes soupçons maladifs étaient en train de tout gâcher. Ça m'a rongé. Après quelques heures, j'ai appelé sa sœur, juste pour confirmer. Elle m'a dit que Sue l'avait bien prévenue, mais qu'elle n'était pas encore arrivée. Ce qui était étrange, vu que Sue était partie à 15 heures, et qu'il était déjà 22 heures. Sa sœur habite à seulement 4 heures de route. Quelque chose m'a dit d'aller chez Dave. Et, contre tous mes instincts, j'y suis allé. Arrivé là-bas, j'ai vu la voiture de Sue garée devant chez lui. Mon monde s'est effondré. Je le savais. Je le sentais depuis le début. Mais le voir de mes propres yeux, c'est autre chose. Je suis resté dans la voiture à pleurer quelques minutes. Puis, j'ai décidé d'entrer. Je savais que la porte arrière serait ouverte, comme toujours. Je suis entré en silence. Et ce que j'ai entendu m'a figé.
Des voix. Des rires étouffés. Des bruits venant de l'étage. J'ai monté les marches, les jambes tremblantes. Arrivé à la porte de la chambre de Dave, j'ai vu à travers l'entrebâillement, il était sur ma femme. La femme que j'avais juré de protéger. L'ami que j'avais juré de défendre. Ils ont figé en me voyant. Elle a crié mon nom, a essayé de me rattraper. Mais je ne pouvais même pas la regarder. Je suis juste parti. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé sans m'arrêter. J'ai pleuré tout le trajet. Je suis allé chez un pote de fac et j'y suis encore. Je n'arrive plus à manger, ni dormir, ni même réfléchir clairement. Le pire? Il continue de m'appeler, de m'envoyer des messages, essayant de m'expliquer. Même leurs familles se sont mêlées à l'histoire. J'ai répondu uniquement à la mienne. Le reste? Bloqué. Cette douleur, c'est comme si elle allait me consumer vivant. Comment quelqu'un que tu aimes autant peut-il te détruire avec une telle facilité? Honnêtement? Je ne sais même pas par où commencer pour recoller les morceaux. Mise à jour. Cela fait 8 jours que j'ai surpris ma femme au lit avec mon meilleur ami. Et pour être honnête, on dirait 8 ans. Le temps s'est figé. Mais pas la douleur. Avant tout, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui m'ont envoyé un message. Certains venaient de parfaits inconnus et pourtant, ils ont été plus sincères que tout ce que j'ai entendu de la part de mes proches. Beaucoup ont partagé leurs propres histoires, leurs traumatismes, et ça m'a aidé à comprendre qu'aussi impossible que ça puisse paraître, on peut s'en sortir. Oui, j'ai beaucoup pensé à mettre fin à mes jours. Je ne vais pas mentir. Mais je crois que cette phase est passée. Pour l'instant, du moins. Et si elle est passée, c'est grâce à vous tous qui m'avez tiré vers le haut. Merci, Reddit. Comme beaucoup l'ont demandé, voici une mise à jour. Parmi les dizaines de messages que j'ai reçus, un seul m'a détruit d'une façon que je ne saurais même pas expliquer. C'était un mail dessus. Parmi tout ce qu'elle a envoyé, j'ai choisi de partager celui-ci, parce qu'il m'a complètement anéanti. Je sais que tu as besoin d'espace. Et je suis la dernière personne avec qui tu veux parler. Mais je n'arrive pas à me retenir. J'ai l'impression de devenir folle. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu es la dernière personne au monde que je voulais blesser. Savoir la douleur que je t'ai causée me plonge dans un enfer que je ne connaissais même pas. Ça me fait mal, mais je sais que pour toi, c'est bien pire. Ma relation avec Dave a commencé de manière innocente. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, je n'avais aucune intention que ça aille aussi loin. Mais c'est allé trop loin. Et je ne vais pas mentir en disant que c'était la première fois. Oui, on a eu des rapports intimes plusieurs fois, comme tu l'avais sûrement déjà deviné. Tu as toujours été trop intelligent, et c'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez toi. Mais la partie physique n'a commencé qu'environ une semaine avant que tu ne découvres tout. Avant ça, c'était seulement émotionnel. On s'est connecté d'une façon que je ne contrôlais plus. Je sais que tu voulais juste aider, que tu as fait tout ça avec les meilleures intentions. Tu es la personne la plus généreuse que je connaisse. Et je ne sais même pas par où commencer pour te dire à quel point je suis désolée. Je n'oublierai jamais la douleur sur ton visage quand tu nous as vus. Je vais vivre avec cette culpabilité pour le reste de ma vie. Oui, j'ai des sentiments pour Dave. Mais ils n'ont jamais été comparables à ceux que j'ai pour toi. Je t'aime, Fred. Tu es mon âme sœur. Mon tout. Je sais que mes actes disent le contraire, mais l'amour que je ressens pour toi a toujours été réel. Toujours. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être à cause de l'adrénaline, du côté interdit. Je sais comme ça sonne froid. Je ne veux pas te blesser davantage en disant ça, je veux juste être honnête. Je suis devenue quelqu'un que je méprise. Égoïste, hypocrite, et pourtant, je suis là, à te demander pardon. Tu as tous les droits de me haïr. Personne ne te blâmera. Mais il faut que tu saches, tout ça n'a rien à voir avec toi. C'est de ma faute. À moi et à Dave. On a profité de ta bonté. Et pour ça, je suis profondément désolée. J'aimerais pouvoir te dire tout ça les yeux dans les yeux. Il y a tellement de choses que je dois encore te dire. S'il te plaît, Fred. Donne-moi cette chance. Je t'aime. Reviens à la maison. J'ai fini de lire ce mail et,
je suis resté figé. Je ne sais même pas quoi ressentir. De la rage? De la tristesse? Du dégoût? Ou l'envie de lui pardonner? Peut-être tout ça à la fois. Ce n'est pas la femme que j'ai connue. Ce n'est pas celle qui m'a juré un amour éternel. C'est une étrangère. Comme beaucoup d'entre vous l'ont conseillé, et comme mes proches aussi, j'ai consulté une avocate. J'ai eu le rendez-vous hier. Je lui ai tout raconté, chaque détail, sans rien cacher. Et elle semble déterminée à m'aider à sortir de là du mieux possible, au moins financièrement. Et oui, j'aime encore ma femme. Ça me fait encore terriblement mal de penser à la perdre. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire tout accepter. Et ce qu'elle a fait, je ne sais pas si c'est pardonnable. Dave aussi m'a envoyé des messages. Je n'en ai ouvert aucun. Rien que voir son nom sur l'écran me donne la nausée. Je passe d'une profonde tristesse à une colère qui me donne envie de tout casser. Je me demande si je dois chercher à comprendre. Voir s'il reste quelque chose à sauver. Ou si je dois mettre un point final avant de me détruire moi-même. Ma famille est au courant. Apparemment, Sue a tout raconté, même à sa propre famille. Et à ma grande surprise, sa mère m'a envoyé un message d'excuse. Je n'ai pas eu le courage de répondre à ses appels. J'ai juste lu son message, où elle me disait que Sue est en thérapie individuelle, et qu'elle vit chez sa sœur depuis ce jour-là. Sue a écrit dans un autre mail qu'elle n'a parlé à Dave qu'une seule fois depuis mon départ, et qu'elle a coupé les ponts. Elle a dit qu'elle n'a jamais voulu quitter notre mariage. Qu'elle a des sentiments pour lui, mais que ce n'est pas de l'amour. Qu'elle n'a jamais envisagé d'échanger ce qu'on avait contre cette illusion. Ah, et il paraît que Dave s'apprête à déménager. Bien sûr, il veut me parler en personne avant de partir. Il peut toujours rêver. Je pense à tout ça en boucle. Et même si tout le monde me dit « divorce-la maintenant », ce n'est pas si simple. Quand c'est ta vie, tes souvenirs, tes projets, rien n'est noir ou blanc. Je me surprends encore à penser à eux. Ensemble. Cette image ne me quitte pas. Il ne se passe pas une nuit sans que je la revoie en fermant les yeux. Beaucoup de gens m'ont dit qu'elle est seulement désolée parce qu'elle s'est fait prendre. Que si je ne les avais pas surpris, ça aurait continué. Et honnêtement, je crois qu'ils ont raison. Un commentaire m'a marqué. Elle n'est pas désolée de ce qu'elle a fait. Elle souffre juste parce qu'elle doit maintenant affronter les conséquences. Si tu étais arrivé un jour plus tard, elle serait encore avec lui. Et elle continuerait à te mentir tout en te souriant au dîner. Si tu essaies de sauver ce mariage, tu vas vivre un cycle éternel de douleur et de méfiance. Oui, divorcer fera mal. Mais au moins, tu commenceras à guérir. Parce qu'une chose est sûre, elle ne sera jamais fidèle. Pas avec toi. Elle n'est fidèle qu'à ses propres désirs. Et tu sais quoi? Plus je relis ça, plus je suis d'accord. Je n'arrive pas à passer au-dessus. Je ne peux pas imaginer un futur avec elle en faisant semblant que rien ne s'est passé. Et je refuse d'accepter un amour à moitié. Ou un pardon que je ne ressens même pas. Je crois que je sais déjà ce que je dois faire. Il ne me manque plus que le courage. Mise à jour 2. Ça fait 1 mois et 10 jours que ma vie a basculé. J'ai décidé de m'éloigner de tout. Reddit, réseaux sociaux, téléphone, tout. Je voulais juste du silence. J'avais besoin de réfléchir. À ma vie, à mon mariage, à moi-même. J'ai reçu beaucoup de conseils. Certains ici, d'autres de mes amis ou de ma famille. Mais même avec tout ça, je ne savais pas ce que je voulais. Comment le savoir? Parfois, quand je repensais à notre mariage, plein de souvenirs heureux me revenaient. Les rires, les voyages, les discussions profondes à minuit. C'est ça qui me faisait me demander s'il restait encore quelque chose à sauver. Si ça valait la peine d'essayer encore. Mais il suffisait de me rappeler la trahison, et tout remontait. Pas seulement le fait qu'elle m'ait trompé avec mon meilleur ami, mais aussi le fait qu'il m'ait fait douter de ma propre santé mentale. Qu'il m'ait manipulé. La façon dont Sue me traitait de « possessif » quand je lui demandais où elle était. Le regard plein de mépris que Dave m'a lancé quand je lui ai demandé, d'homme à homme, s'il se passait quelque chose entre eux. L'infidélité était déjà atroce. Mais le gaslighting, ça, je ne le digérerai jamais. Me regarder droit dans les yeux et me mentir avec autant d'aisance, c'était glaçant. 2 jours avant que je les surprenne ensemble, elle est rentrée un soir en me disant qu'elle avait pensé à moi tout le trajet, qu'elle m'aimait.
Elle souriait, semblait heureuse. Maintenant, j'en suis presque certain, elle venait directement de chez Dave. Et le pire? Elle ne portait pas de culotte. Elle a couché avec lui. Puis elle est rentrée, et a couché avec moi. Et moi? Je l'ai embrassée avec amour. Avec tendresse. Rien que d'y penser, je me sens faible. Pitoyable. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Comment ai-je pu me laisser piétiner à ce point? J'ai eu envie d'aller chez Dave. De régler ça à ma manière. Mais je ne l'ai pas fait. Et pas par manque de pulsion, mais parce que, dans notre système judiciaire, il n'y a pas de justice pour ceux qui souffrent. Si je le touche, je deviens le criminel. Je perds tout. Je vais en prison. Et ceux qui m'ont brisé s'en sortent indemnes. J'en ai parlé à mon avocate, et elle a été très claire, ne fais rien de stupide. Elle m'a dit que je risquais la prison, et aussi de tout perdre lors du divorce. Elle m'a suggéré de consulter un thérapeute. Mais honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt. Pas maintenant. Tout ce que je ressens est tellement réel que je doute que quelqu'un puisse me convaincre du contraire. J'ai continué à recevoir des mails dessus. Et à chaque fois, ma colère montait. Elle m'envoyait encore ces « je ne peux pas vivre sans toi » et a même osé citer des versets de la Bible sur le pardon. Ironique, non? Si j'étais si important, pourquoi m'avoir fait ça? J'ai repris le travail. J'avais besoin de m'occuper. Rester occupé est devenu mon seul soulagement. Grâce à ça, j'ai aussi arrêté de boire autant. Au début, l'alcool était le seul moyen de dormir. Un jour, j'ai reçu une lettre dessus au travail. J'ai failli la déchirer, mais j'ai décidé de la lire. Encore une tentative de justifier l'injustifiable. Elle disait que sa thérapie individuelle l'avait aidée. Qu'elle avait découvert certaines blessures profondes en elle. La principale? Une faible estime d'elle-même. Elle disait qu'elle me trouvait trop beau pour elle, et que ça la rendait insécure. Que, même si je lui disais qu'elle était magnifique, ce n'était jamais suffisant. Qu'elle voulait se sentir désirée par un autre homme. Par quelqu'un d'autre que moi. Qu'elle s'était toujours sentie inférieure à sa sœur, qu'elle trouvait plus belle. Et que, même si je la traitais comme une déesse, elle avait cherché de la validation ailleurs. Elle a admis que ce n'était pas une excuse, seulement une explication. Elle demandait une autre chance. Elle voulait essayer une thérapie de couple. Elle disait qu'elle ferait tout pour sauver notre mariage. J'ai lu la lettre. Et je l'ai jetée. La même semaine, j'ai lancé la procédure de divorce. La première étape a été la séparation des biens. Le souci? Même si on avait des comptes séparés, on en avait aussi un en commun. Et je ne peux pas accéder à ce qui m'appartient sans son autorisation. Le plus rageant? Je gagnais bien plus qu'elle, et c'est moi qui ai alimenté ce compte. Pourtant, la loi dit que c'est 50-50e. J'ai serré les dents et demandé à mon avocate d'avancer. Et c'est là que les vraies emmerdes ont commencé. Le jour où elle a été officiellement notifiée du divorce, elle a débarqué chez moi avec les papiers à la main. Je ne sais même pas comment elle a trouvé mon adresse. On s'est regardé sans dire un mot. Longuement. Et tout est revenu. La douleur, l'humiliation, l'amour, la haine, tout. Elle avait l'air brisée. Et quand elle a tenté de me prendre dans ses bras, je l'ai repoussée. C'est là qu'elle a explosé. Elle a commencé à crier, à pleurer, en me demandant pourquoi je lâchais tout aussi facilement. Je voulais juste fuir. La voir me rendait malade. J'ai essayé de partir, mais elle s'est jetée sur le capot de ma voiture. Oui, comme dans un film. Elle disait qu'elle voulait juste parler. Qu'elle ne pouvait pas accepter que tout se termine sans au moins une dernière discussion. J'ai cédé. Juste pour éviter un scandale. On est monté chez moi. Je me suis assis. Elle a parlé. Elle a répété qu'elle ferait tout pour sauver notre mariage. Qu'elle n'aimait pas Dave. Qu'elle m'aimait, moi. Qu'elle avait fait des recherches sur les façons de reconstruire un couple. Qu'elle proposait une séparation temporaire, où je pourrais sortir avec d'autres femmes pendant qu'elle travaillait à reconstruire notre amitié. Et peut-être, un jour, notre couple. Elle a même commencé à suggérer des choses absurdes, comme un mariage ouvert uniquement pour moi. Elle disait connaître des couples qui avaient survécu à l'infidélité. Elle a proposé qu'on change d'état, ou même de pays.
Juste nous deux. Ça m'a encore plus brisé. Parce qu'avant tout ça, on en parlait vraiment. De recommencer ailleurs. D'avoir des enfants. De tout ça. Quand elle a terminé, il y a eu un silence. Je l'ai regardé. Et je lui ai demandé. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi m'avoir trahi avec lui, et revenir seulement après t'être fait prendre? Elle s'est effondrée. Elle disait qu'elle se sentait coupable depuis le début. Qu'elle ne savait pas comment en sortir. Qu'elle était tellement embourbée qu'elle ne voyait plus les conséquences. Et que la thérapie lui avait fait réaliser que, si ça n'avait pas été avec Dave, ça aurait été avec un autre. Qu'il y avait en elle des choses qu'elle ne comprenait même pas. Et puis, elle a lâché la bombe. Elle m'a dit qu'elle était tombée enceinte après mon départ. Et qu'elle avait avorté parce qu'elle ne savait pas qui était le père. J'étais sous le choc. Je lui ai demandé, tu étais enceinte de combien de semaines quand tu l'as su? Elle a répondu, quelques-unes. Et là, je me suis rappelé un des emails qu'elle m'avait envoyé. Elle disait qu'elle n'avait commencé à avoir des relations intimes avec Dave qu'environ une semaine avant que je les surprenne. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé. C'était un mensonge, hein? Elle a juste hoché la tête. Sans dire un mot. À cet instant précis, tout en moi est mort. Je lui ai demandé de partir. Et de ne plus jamais me contacter. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. Su avait été hospitalisée pour overdose. Tentative de suicide. Elle a été transférée en clinique psychiatrique. Je suis allé la voir. Elle dormait. Et aussi fort que je voulais la haïr, tout ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse. Oui, je l'aime encore. Et à ce moment-là, j'étais juste soulagé qu'elle soit encore en vie. Mais je n'ai aucune idée de comment avancer à partir d'ici. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que j'ai écrit ici à propos de toute cette histoire. J'aurais vraiment aimé que ce soit mon dernier message. Je pensais qu'après le divorce, après avoir tout quitté, après tout ce qui s'était passé, je n'aurais plus jamais besoin de reparler de ça. Mais voilà. Parce que la vie, ou le destin, ou l'univers semble avoir décidé de me rappeler que ce n'était pas fini. Environ 8 mois se sont écoulés depuis le jour où tout s'est effondré. Et même après tout ça, les coups continuent de pleuvoir. Je ne vais pas entrer dans chaque détail, certains font encore trop mal. Mais je vais partager ce qu'il faut pour que ceux qui veulent puissent me donner un conseil. Vous m'avez été plus utile que vous ne l'imaginez. La dernière fois que j'ai écrit, Su était hospitalisée, dans un état mental critique, après une tentative de suicide. Heureusement, grâce à la thérapie et au suivi médical, elle allait mieux. Petit à petit, elle s'est relevée. Et ça m'a laissé un mélange étrange de soulagement et de culpabilité. J'étais heureux qu'elle soit en vie. Mais je savais que je ne pouvais pas rester. Pas par égoïsme, pas par vengeance, mais pour survivre. Parce que rester à ses côtés aurait été un acte d'autodestruction. Je connais mon cœur. Je sais que ce genre de blessure ne guérit pas facilement. Peut-être jamais. Et je refusais de vivre avec quelqu'un qui m'avait fait douter de ma propre santé mentale, qui m'avait trahi au plus profond de moi. Si j'étais resté, j'aurais sombré. Elle aussi. On a fini par se mettre d'accord pour officialiser le divorce. Et à contre-cœur, elle a proposé qu'on garde un contact même minime. Je ne le voulais pas, mais j'ai accepté. Par considération, peut-être. Ou par peur de passer pour un monstre. Le processus s'est déroulé sans conflit. Les papiers ont été finalisés il y a environ 1 mois. Et juste après, j'ai décidé de déménager. Je suis parti sur la côte ouest. Nouvelle ville, nouveau départ. Pour la première fois depuis des mois, j'ai commencé à voir un peu de lumière entrer par la fenêtre. J'avais trouvé un nouveau boulot, loué un petit appart sympa, noué quelques contacts. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Mon espace, mon temps, ma chance. Et puis, le téléphone a sonné. C'était la sœur de Su. Voix tremblante. Brève, directe. Su avait fait un AVC. Un accident vasculaire cérébral grave. Résultat? Paralysie presque complète du côté gauche. Difficulté à parler. D'après sa sœur, ses paroles se limitaient à des sons confus, des mots embrouillés. Et le pire, elle pleurait à chaque fois qu'elle entendait mon nom. Je suis resté figé.
Je n'ai pas su quoi dire. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Le lendemain, j'ai pris un vol pour aller la voir. Quand je suis entré dans sa chambre d'hôpital, je n'ai pas reconnu la personne devant moi. Son visage, son corps, son regard, ce n'était plus la même femme. Et pourtant, c'était bien elle. Elle m'a vu. Elle a essayé de sourire. Elle a pleuré. Je suis resté là, debout. J'ai tout ressenti en même temps, douleur, amour, rage, culpabilité, tristesse, panique. L'un des pires sentiments, c'était la culpabilité. Irrationnelle, mais écrasante. Est-ce que c'est de ma faute? Si je l'avais pardonné, est-ce que ça serait arrivé? Est-ce que le traumatisme de la séparation l'a mené à ça? Tout le monde, mes amis, ma famille, même la sienne, me dit que ce n'est pas ma faute. Mais j'ai du mal à le croire. C'est difficile de couper le fil de ce genre de pensée. Même ses proches les plus loyaux disent que je ne suis pas responsable. Mais moi, je le sens. Je sens que j'ai été la dernière pièce à tomber. La dernière personne qu'elle a perdue. Mais, tout le monde ne pense pas comme ça. Ce jour-là, à l'hôpital, sa tante m'a croisé dans le couloir et m'a insulté. Devant tout le monde. Elle m'a traité d'égoïste. De lâche. Elle m'a dit que j'avais détruit sa nièce et que j'osais me pointer ici comme si de rien n'était. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a défendu. Il y a juste eu un silence pesant. Et on m'a demandé de partir. On m'a demandé d'abandonner tout ça. Depuis, je n'ai plus parlé à personne de sa famille. Et pire encore, je n'ai plus parlé à Su. Ils me l'interdisent. Ils disent que ma présence la déstabilise. Qu'elle fait des crises quand elle me voit. Et comme elle est maintenant sous tutelle médicale, je n'ai plus aucun droit légal de la voir. Elle est devenue quelqu'un qui m'est hors d'atteinte. Littéralement. Et moi? Moi je suis là. J'essaie de respirer. D'avancer. Mais comment avancer quand tout autour de toi crie que c'est ta faute, même si, rationnellement, tu sais que ce n'est pas vrai? Un commentaire que j'ai lu ici sur Reddit m'a aidé. Quelqu'un a écrit. Ne te laisse pas piéger. Sa sœur t'a appelé non pas par compassion, mais pour te manipuler. Elle voulait que tu te sentes coupable. Elle voulait utiliser l'état de Su comme une arme émotionnelle. Et, je crois que c'est vrai. Parce que, même si je ressens de la douleur pour tout ce que Su traverse, je ne suis pas la cause de ça. C'est elle qui a trahi. Elle qui a menti. Elle qui a brisé ses promesses. Elle a fait, encore et encore, les choix qui ont détruit notre mariage. Et malgré tout, je l'aimais. Je l'aime encore. Mais l'amour ne guérit pas tout. Et encore moins ce qui a été réduit en cendres. Un autre passage de ce même commentaire m'a marqué. Tu dois libérer cette partie de toi qui est encore attachée à elle. Elle t'a déjà laissé partir. Laisse-les s'occuper d'elle maintenant. Toi, tu dois prendre soin de toi. Et c'est exactement ça. Peu importe à quel point ça fait mal. Peu importe combien la culpabilité me ronge. Peu importe combien le passé me tire en arrière. Je dois la laisser partir. Je dois me choisir, moi. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour, ce noble sentiment qui justifie les trahisons, les mensonges, les manipulations et même les versets bibliques sortis du contexte. Parce que, bien sûr, quand on aime quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le tromper avec son meilleur ami, de blâmer sa propre estime de soi, puis de supplier pour le pardon au nom de Dieu. Et à la fin, qui ramasse les morceaux? Le pauvre type qui voulait juste la paix. Mais courage, Fred, car s'il y a bien une leçon à tirer de tout ça, c'est que parfois, s'aimer soi-même, c'est laisser partir ceux qui prétendent t'aimer tout en détruisant ta vie.